Fin à Lomé de la 3e réunion ministérielle des États fragiles. Plusieurs pays qui ont vécu des crises ont échangé sur les stratégies mises en œuvre pour renouer avec la paix et la stabilité. 7e journée de l'ordre des pharmaciens, les membres de l'ordre ont planché sur les conditions d'exercice de leur métier et exploré des perspectives. La Centrafrique, toujours au bord du gouffre, Bangui, la capitale, a renoué ces dernières 48 heures avec la violence, avec à la clé plusieurs morts et blessés. Les populations réclament le départ des troupes burundaises accusées de partialité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La conférence du G7+, a clos ses travaux ce soir à Lomé. Les pays signataires du New Deal ont renouvelé leur engagement à œuvrer pour plus de paix et de sécurité en Afrique pour mieux endiguer la pauvreté qui n'épargne aucun pays sur le continent. Et parmi les conclusions retenues, on note l'adoption de la charte de l'institution. La réunion a permis également de renouveler les instances du G7+. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et avant cette cérémonie de clôture, le Premier ministre togolais a convié hier les différents invités à un dîner. Ramdan Bassina. Les activités marquant la 3e réunion ministérielle du G7 se sont poursuivies par un dîner à l'honneur des différentes délégations ayant fait le déplacement de Lomé. Un dîner offert par le chef du gouvernement, Kwesi Siliagodi Aoumé Zounou. La rencontre de Lomé a été une fois encore l'occasion pour les pays membres du G7+, d'échanger sur le renforcement des mesures sécuritaires dans les différents États membres. D'abord une soirée pour être un peu plus décontracté. Et vous avez vu que même les autorités y ont mis l'ambiance. Et donc ça a été une soirée très ouverte, très excitante. Donc je crois que c'est tout simplement bien. Eux-mêmes, ils sont rentrés dans la danse. Donc il n'y a pas plus beau que ça. À ce jour, le G7 regroupe 19 pays, dont le Togo, tous engagés à accorder leur priorité à la prévention des conflits. Le Fonds national de la finance inclusive a littéralement conquis le Togo. Il a atteint toutes les localités du pays. Pour assurer la pérennité du projet, les différents prestataires sont formés depuis plusieurs jours à en maîtriser le mécanisme. À la fin de la formation, la ministre du Développement à la base est allée leur apporter son soutien. Adolphe Paka. Un mois après le lancement de l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers sur toute l'étendue du territoire national, l'octroi du crédit aux bénéficiaires auprès des institutions de microfinance partenaires du fonds est effectif. Ce jour à Palimé sont posées les bases du succès de ce programme à travers une formation, un rendez-vous de remise à niveau pour avoir une même approche dans la réalisation des résultats attendus. Pour nous, il faut rechercher un certain professionnalisme, une standardisation du produit, une approche harmonisée. Et pour cela, il faut absolument réunir les 18 institutions de microfinance, leur parler du produit, qu'on s'assure que toutes les institutions comprennent le produit et qu'on s'assure également que les institutions ne veuillent pas faire comme elles le font à leur niveau. APSEF, un produit de masse, une véritable école à double approche. Non seulement il faut former les prestataires de services pour la crédibilité et le professionnalisme dans l'exécution du fonds, mais aussi le maillon important que sont les bénéficiaires doit être initié. Une femme qui n'a jamais entrepris une activité génératrice de revenus, les bénéficiaires, c'est-à-dire les institutions de microfinance qui ont été sélectionnées, c'est-à-dire les prestataires de services, pourront former ces bénéficiaires sur comment tenir ou comment mener une activité génératrice de revenus. Le formateur prend en compte ces problèmes, ces pesanteurs et accompagne le bénéficiaire ou la bénéficiaire à tenir compte de ces éléments et à pouvoir contourner. C'est des difficultés qu'on rencontre au quotidien, mais il revient au bénéficiaire qui est accompagné par le formateur ou bien l'agent de crédit de pouvoir contourner ces difficultés-là et de pouvoir réussir son activité. Cette session de formation est donc continue et la sensibilisation se poursuit sur le terrain à travers les tournées de suivi et accompagnement par les responsables du fonds.
Les réalités socio-culturelles ne sont pas à minimiser dans cette dynamique. C'est dire que le gouvernement met pour sa part les bouchées doubles pour éliminer les frontières de l'exclusion financière au Togo. Reste maintenant que chaque acteur joue bien son rôle. Journée de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, ces spécialistes en conseil, vente et distribution des médicaments échangent sur des sujets relatifs à l'exercice de leur métier et le rôle qui est le leur dans la prise en charge de diverses pathologies pour le bien-être des populations. Arnold Kiliou. La proximité du pharmacien avec les populations lui confère un rôle important dans l'éducation à la santé. Il donne des conseils aux patients non seulement pour l'observance de leur traitement, mais aussi pour le dépistage précoce des maladies non transmissibles. Ces missions du pharmacien lui imposent donc beaucoup de professionnalisme. C'est pourquoi l'Ordre national des pharmaciens du Togo œuvre pour l'émergence du secteur afin d'assurer un accès à des médicaments sûrs et efficaces. Le monde de la médecine et de la santé, les médicaments également, ça évolue assez rapidement et il est important que les professionnels que nous sommes puissions nous outiller de temps en temps pour pouvoir mettre à jour nos connaissances et apporter justement cette qualité de soins et cette qualité de conseil à nos populations. La lutte contre les faux médicaments, l'automédication sont des maux qui gangrènent la corporation et constituent des défis pour les gouvernants. L'approvisionnement régulier des médicaments et leur accessibilité permettra aux pharmaciens d'y faire face. Je voudrais vous réaffirmer le soutien du gouvernement dans vos actions pour assurer la disponibilité des médicaments et leur accessibilité à tous. Le renforcement de la lutte contre les faux médicaments et les circuits illicites, de même que le renforcement des activités de l'Institut national d'assurance maladie, témoignent de cet engagement. Je voudrais à ce sujet féliciter les pharmaciens pour leur implication et à la réussite de ce projet cher au gouvernement. Je garde espoir que vous continuerez à assumer pleinement ce rôle dans la nouvelle dynamique de santé publique. À ces journées, les pharmaciens échangent pour s'adapter aux nouvelles exigences du secteur. Des exposants sont venus d'Afrique et d'Europe pour faire la promotion de leurs produits. Toujours au chapitre médical, une équipe de chirurgiens pédiatres est en tournée humanitaire dans le pays. Des enfants souffrant de diverses pathologies sont opérés gratuitement. À Tchamba, certains jeunes patients traités souffraient de l'ectopie testiculaire. De quoi s'agit-il? Nancy Chana et Medina Bacha nous font découvrir la maladie. L'ectopie testiculaire, une anomalie physique qui touche le nouveau-né. Elle désigne l'existence d'un testicule en position anormale. Dans 80% des cas, il peut s'agir d'un seul testicule, rarement les deux à la fois. Le testicule, primitivement, est formé en région lombaire. Et c'est au cours de la grossesse, progressivement, qu'il se produit une migration du testicule qui finit par atteindre la bourse vers la fin de la grossesse. Lorsque ce processus ne se produit pas de façon normale, le testicule peut se situer à un niveau donné sur ce trajet-là. Il peut se retrouver soit dans l'abdomen, il peut se trouver en région inguinale, il peut être soit à l'entrée, juste à l'entrée de la bourse, mais il y a des ectopies qui sont qualifiées de vraies lorsque le testicule ne se trouve ni dans la bourse et ni sur son trajet normal de migration. Et dans ce cas, on peut retrouver le testicule soit au niveau du périnée, c'est-à-dire à côté de l'anus, on peut le retrouver devant l'os du pubis, on peut le retrouver carrément à la racine de la cuisse. Négligée ou maltraitée, cette pathologie engendre inévitablement des conséquences. Si le testicule n'est pas ramené dans la bourse, il a été montré que des lésions histologiques, c'est-à-dire se produit des destructions à l'échelle microscopique au niveau des tissus du testicule, les tissus nobles du testicule qui ont pour objectif la production du spermatozoïde. Donc il va se produire des destructions progressives au niveau du tissu testiculaire qui n'est pas à sa place. Et il a été montré également que lorsque ces destructions commencent sur un testicule qui n'est pas à sa place, ces destructions se font également au niveau du testicule qui est à sa place. C'est ça qui est même grave. Et donc à la fin de la première année de vie, il faut faire le bilan. Avant la fin de la deuxième année déjà,
il faut que le testicule qui n'est pas arrivé dans la bourse soit ramené dans la bourse et fixé dans la bourse. Et donc réduire le risque d'hypofertilité. Selon les spécialistes en charge de la médecine pédiatrique, la plupart des enfants nés prématurés ont un fort risque d'ectopie testiculaire. Pour ce né, à terme, les risques sont de 4%. En plus de l'ectopie testiculaire, il existe aussi d'autres formes d'ectopie telles l'ectopie du cristallin et la grossesse ectopique. Nous avons maintenant les images de la clôture de la session du G7+ à Lomé. Les pays signataires du New Deal ont renouvelé leur engagement à œuvrer pour plus de paix et de sécurité en Afrique, pour mieux endiguer la pauvreté qui n'épargne aucun pays sur le continent. Cette réunion de Lomé a également permis au G7+ de renouveler ses instances dirigeantes. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions. Après la pause hier, les parties prenantes au dialogue politique ont repris leurs travaux aujourd'hui. Ils ont abordé 3 points, ce qui leur a permis de boucler l'examen des 12 sujets retenus, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Il y a toujours des points de désaccord, selon le facilitateur Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant. Propos recueillis par Christine Petit-Caludé. Nous avons repris l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Nous avons examiné en particulier la question des élections locales. Nous avons parlé ensuite de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et des communications. Et nous avons abordé également le sujet du caractère républicain de l'armée. Voilà les 3 sujets sur lesquels nous nous sommes penchés aujourd'hui. Et en le faisant, nous avons bouclé les 12 questions qui devaient faire l'objet de l'examen de ce dialogue. Nous avons, dans un premier temps, donc, essayé de balayer toutes les 12 questions pour voir la position concrète de chaque partie prenant part à ce dialogue. Et naturellement, dans un dialogue comme celui-ci, il faut nécessairement un temps de rapprochement des positions. Et c'est à cela qu'a contribué un peu la journée d'hier. Et l'objectif n'ayant pas été pleinement atteint encore, nous allons poursuivre le rapprochement des positions pour que, au terme, nous puissions communiquer, j'allais dire quelque chose d'assez consistant. Il y a des points de désaccord, cela est évident. Mais vous savez, quand il y a un dialogue portant sur des points importants, il faut éviter toute précipitation. Si le rapprochement se fait assez rapidement, c'est notre souhait pour que déjà, peut-être mardi ou mercredi, on puisse sortir le document final. Mais comment arrivez-vous à distinguer les points de désaccord et les points d'accord alors qu'il y en a qui ne parlent pas? Bon, écoutez, cette fameuse question de partis qui ne parlent pas, je pense que l'occasion est peut-être venue de clarifier au fond ce qui s'est passé, hein, parce qu'on a lu beaucoup de choses sur les médias. En réalité, il s'agissait d'une discussion qui a surgi au cours des travaux. Je pense que c'est Maître Dobrousse qui, se référant aux travaux de la CVJR, avait, j'allais dire, interpellé directement le parti UNIR. Et le parti a répondu que les travaux de la CVJR étaient destinés à tous les citoyens et qu'il ne voyait pas pourquoi ils devaient se sentir ainsi interpellés. Bon, la question étant revenue après du côté de la formation a dit, et bon, donc la personne interpellée a dit, écoutez, je pense avoir déjà suffisamment expliqué que les recommandations de la CVJR, c'est pour tous les citoyens. Et donc si vous revenez encore sur cette question, eh bien, bon, je serai sourd et muet par rapport à cette question. Ce qui ne veut pas dire que le parti UNIR a déclaré qu'il allait être sourd et muet par rapport à toutes les questions qui allaient être débattues. Je pensais que l'explication devait être donnée, bon, pour couper court un peu à toutes les supputations qui se font. C'est par rapport donc aux recommandations de la CVJR que la question a été ainsi abordée. Je dois quand même me réjouir que nous ayons pu boucler les 12 questions, au moins en première analyse.
que nous ayons pu boucler les 12 questions dans le temps qui nous a été imparti. Plusieurs pays dont le Togo connaissent des avancées en matière de promotion de la femme. C'est ce qui ressort de la 58e session de la Commission sur le statut de la femme qui s'est tenue du 10 au 21 mars dernier à New York. La délégation togolaise a été conduite par la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Dédé Arwefa Ekwe. Les travaux de cette session de New York ont été donc restitués ce matin à la société civile. Helmut Pinto, Isidore Koubatit. La femme, son statut dans la société, sa promotion et sa participation pour le développement de son pays sont entre autres les grandes lignes qui ont fait objet de débat à New York du 10 au 21 mars dernier lors de la 58e session sur le genre. Le Togo a pris part activement aux travaux et à cette réunion, il est question de présenter et de partager les grandes décisions qui ont été prises. L'atelier de ce matin nous permettra de discuter avec tous les secteurs sur l'implication de chaque secteur sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces OMD et ce que chaque secteur devrait faire dans son futur programme d'après 2015. L'implication de chaque secteur dans le nouveau programme de développement après 2015. Le Togo, depuis toujours, a mis la barre très haute quant à la promotion de la femme et les résultats sont là pour en témoigner. Le Togo, pour sa part, a relevé les progrès réalisés dans plusieurs domaines, notamment la quasi-parité des filles et garçons à l'école primaire, la quasi-totalité de la subvention de la césarienne qui a permis de diminuer sensiblement les décès maternels et infantiles, la mise en place de financement pour octroyer des crédits aux femmes, particulièrement les femmes les plus pauvres, les différentes initiatives dans le domaine de l'agriculture et du commerce pour renforcer les capacités économiques des femmes, ainsi que le progrès observé dans la représentativité des femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Et si l'on note des avancées pour le Togo en matière de promotion des droits de la femme, nombreux sont les défis à relever dans la réalisation des OMD afin d'induire des progrès significatifs pour le Togo dans l'ère post-2015. Et pendant ce temps, l'Inde cherche toujours ses marques pour offrir une meilleure protection aux femmes et aux jeunes filles. 2 adolescentes ont été retrouvées pendues à un arbre après avoir été violées. En silence au pied du manguier où 2 adolescentes ont été retrouvées pendues mercredi dans ce village du nord de l'Inde. Avant d'être pendues, les jeunes filles âgées de 14 et 15 ans avaient été violées. 2 cousines issues de la caste la plus vulnérable de la société indienne, celle des intouchables. Faute de toilettes chez elles, les adolescentes s'étaient rendues dans un champ quand elles ont été agressées. Leurs proches qui avaient signalé leur disparition accusent la police de n'avoir pas réagi pour protéger les agresseurs, 5 selon les familles. Les familles se plaignent du fait qu'elles étaient allées prévenir les policiers, mais ces derniers n'y ont prêté aucune attention. Au matin, les corps des jeunes filles ont été trouvés pendus à un arbre. Le policier Sarvesh est venu chez moi pour m'informer que ma fille avait été retrouvée pendue. Je veux que la police criminelle fédérale enquête sur cette affaire. Je n'ai pas confiance dans la police d'ici. Vendredi pourtant, la police annonçait avoir retrouvé 2 des agresseurs qui avaient pris la fuite. 3 hommes sont accusés de viol et de meurtre. 2 d'entre eux ont été arrêtés. Nous avons envoyé nos policiers pour attraper le 3e accusé, Urvesh. Même si le viol est désormais passible de la peine de mort et que des efforts ont été entrepris pour modifier les comportements, rien n'a vraiment changé depuis le viol collectif en 2012 d'une étudiante de New Delhi qui avait choqué l'Inde. Un viol toutes les 22 minutes dans l'un des pays les plus peuplés du monde. Lors de sa campagne, le nouveau Premier ministre Narendra Modi a promis d'améliorer la sécurité des femmes. Situation quasi identique au Nigeria. Les filles enlevées par la secte Boko Haram restent introuvables. La société civile hausse le ton, poussant le président Goodluck Jonathan à déclarer une guerre ouverte au mouvement islamiste. Une réaction tardive selon certains Nigérians. Maintenant et en vie.
La société civile nigériane accentue sa pression sur les autorités d'Abuja pour retrouver les lycéennes enlevées par Boko Haram. Après 7 semaines de séquestration, l'opinion publique se montre de plus en plus critique sur la gestion du dossier par le gouvernement nigérian. Dans une allocution nationale, le président Goodluck Jonathan assure faire tout ce qui est en son pouvoir. L'enlèvement abject des lycéennes de Chibok dans l'état de Borno a attiré l'attention du monde entier sur la brutalité aveugle de ces terroristes qui veulent nous faire plonger dans l'anarchie et balkaniser notre nation. Déclaration attendue et jugée par la population avec plus ou moins d'indulgence. Je pense que le gouvernement n'en fait pas assez, mais bien sûr, ces déclarations vont dans le bon sens. Attendre plus de 40 jours quand on est président pour déclarer qu'on a pris conscience de la gravité de la situation et donner les pleins pouvoirs à l'armée pour chercher les ravisseurs à quelque chose de risible. C'est une honte. Les paroles ne semblent plus satisfaire une partie de ces militants qui se plaignent d'avoir été maltraités par la police lors de précédentes manifestations dans les rues de la capitale. Les policiers nigérians se sont comportés comme des hooligans. Ils ont attaqué les manifestants. Ils ont cassé plus de 70 chaises, volé les téléphones portables et des sacs à main, cassé les appareils photos des gens et des médias présents sur place. De quoi dérouter encore un peu plus la population, car les récentes prises de positions officielles sont loin d'avoir clarifié la stratégie des autorités nigérianes. Alors que Goodluck Jonathan appelle à une guerre totale tout en remettant le dossier à l'armée, le chef d'état-major annonce avoir localisé les lycéennes, mais exclut l'usage de la force pour les libérer. La CEDEAO, quant à elle, affiche son soutien au Nigeria. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest se réunissait au Ghana pour mettre en place un plan commun afin de juguler l'expansion de Boko Haram dans la région. En Centrafrique, c'est toujours la débandade. Les violences intercommunautaires et religieuses se poursuivent. La situation sécuritaire à Bangui est toujours précaire et s'est dégradée ces dernières 20 à 48 heures. Toujours sous très haute tension. Des milliers de manifestants dans les rues de la capitale centrafricaine, 2 jours après l'attaque meurtrière contre une église qui a fait 17 morts. Un acte terroriste selon la présidente centrafricaine. Pour la foule, les responsables sont tous trouvés, les musulmans du quartier kilomètre 5. Toutes les milices doivent être désarmées. Le kilomètre 5 est à quelque part ici. On ne peut pas désarmer le kilomètre 5. Pourquoi la mise en application de la résolution 2127 ne se fait pas? Colère contre l'ONU, mais aussi et surtout contre le contingent burundais des forces africaines, accusé de laisser faire les violences antichrétiennes. Nous voulons le départ immédiat dans un bref délai de la troupe burundaise. Et deuxièmement, nous voulons la libération du kilomètre 5 pour que nos mamans, nos fils, nos papas puissent vaquer à leurs occupations. Très vite, la marche tourne à l'affrontement entre la foule et les forces africaines. Les troupes burundaises, prises à partie par les manifestants, pire. Ce matin, nous sommes rassemblés ici, les femmes, les enfants, sans armes. Et là, les Burundais, on en a tué 5 ici. Nous étions dans Bonica en train d'expliquer les choses. On nous tire dessus, on nous blesse, on nous fait ça. Est-ce que c'est ça l'expression du peuple? La Centrafrique reste centrafricaine et elle est aux Centrafricains. Après vérification, des sources concordantes font état de 2 morts et plusieurs blessés évacués vers l'hôpital de Bangui. Ce vendredi matin, les militaires français et africains lançaient un avertissement musclé aux Centrafricains. La force internationale menaçait de réagir avec la plus grande détermination si la population gênait ses opérations ou s'opposait à elle. Concours national de programmation informatique à Lomé. La compétition a réuni des étudiants des écoles et universités de la place. 8 problèmes ont été soumis à la réflexion des différents concurrents répartis en 19 équipes. Et au finish, c'est l'équipe UKO Mida de l'Université catholique qui a remporté le premier prix. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Société des Postes du Togo s'est aussi mise au pas des nouvelles technologies pour s'adapter aux mutations de l'heure. En tant qu'entreprise citoyenne, elle s'est même rangée du côté des artistes pour les aider à vivre de leur art et protéger leurs œuvres. En ce sens, un accord a été conclu ce jour avec le groupe Padas Productions en présence de la ministre des Arts et de la Culture, Sylvain Rabdou. Artistes et humoristes togolais, à travers cet accord de partenariat avec la Société des Postes du Togo, s'assurent de la distribution de leurs œuvres. L'objectif est de donner un nouveau souffle à la culture togolaise.
Cet accord va permettre donc au monde artistique de bénéficier de façon significative des retombées de leurs œuvres et contribuer à la lutte contre la piraterie. Nous produisons, mais c'est la piraterie qui gagne du terrain. Nous sommes avec Bitoudra. Tous les CD qui vont passer dans ce circuit vont avoir leur vignette. Donc un CD vendu sans vignette est un CD piraté. C'est donc une ère nouvelle qui s'ouvre dans le secteur culturel. Une action concertée selon le directeur de la Société des Postes du Togo pour valoriser et faciliter l'accès des œuvres aux Togolais dans les différentes contrées du pays. La Poste compte aujourd'hui 79 bureaux de poste. Nous avons pensé utile apporter notre collaboration et notre soutien aux artistes pour promouvoir et vendre leurs œuvres sur l'ensemble du réseau. Nous mettrons dans tous nos bureaux de poste les CD, les DVD de cette institution et nous allons l'accompagner également pour la vente à nos guichets. Donc voilà un peu ce que nous allons faire de notre côté pour soutenir cette institution. L'initiative vient couronner une fois encore les efforts du gouvernement togolais en matière du respect des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique porte à la connaissance du public que la Commission de l'Union africaine prie les États membres de mobiliser leurs organisations de la société civile respectives afin de participer au processus électoral de l'Assemblée générale intérimaire du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, ECOSOC. L'ECOSOC est un organe consultatif de l'UA composé de 150 organisations de la société civile, dont différents groupes sociaux et professionnels, groupes représentant les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les associations d'artistes, d'ingénieurs, de professionnels de santé, de journalistes, d'universitaires, de juristes, d'organisations non gouvernementales, d'organisations culturelles, etc. dans les États membres de la diaspora africaine. Les organisations de la société civile intéressées par le président à vie doivent remplir un formulaire de candidature et le faire parvenir au secrétariat de l'Union africaine au plus tard le 30 juin 2014. Les formulaires de candidature aux élections de l'Assemblée générale intérimaire de l'ECOSOC de l'Union africaine pour les niveaux national, régional et international sont disponibles au cabinet de la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Demandez le conseiller technique chargé de la coopération culturelle internationale. Contact 22 20 95 72. Et puis 2 ouvrages, un essai et un recueil de poèmes viennent d'être publiés par des Togolais chez Aoudi. Le roman s'intitule Théâtre populaire, l'exemple de la cantata et du concert parti togolais. Il est écrit par Yahi Apedo Aman. Quant au recueil, il est titré Enfantissage. C'est une œuvre de Selom Banou. Reportage Helmut Pinto, Medina Bacha. Théâtre populaire en Afrique, l'exemple de la cantata et du concert parti togolais. Un livre de Ayahi Togoata Apedo Ama qui montre l'image culturelle du vécu quotidien des Togolais. Une aliénation à la culture occidentale au détriment de la richesse culturelle nationale. Un essai écrit en 17 chapitres sur 247 pages. Le concert parti et la cantata, 2 formes théâtrales créées par notre peuple à un moment de notre histoire. L'intérêt du théâtre populaire, c'est justement de montrer que tous les peuples sont créateurs. Un autre livre titré Enfantissage, c'est un recueil de 13 poèmes. Ici, l'auteur Selom Banou se sert du présent pour reconfigurer son enfance. Chaque poème pour moi est un souffle précis, inscrit dans la durée et dans l'instant. La durée parce qu'il s'agit d'un retour sur les lieux de l'enfance, dans l'instant parce qu'il s'agit d'une méditation à la fois philosophique et littéraire sur ce que je fus, ce que nous sommes, ce que le pays est, ce que nous sommes tous devenus et ce à quoi nous aspirons ressembler. Selom Banou est professeur à l'université de Calgary au Canada. Il est auteur de nombreux ouvrages et articles sur les littératures et théâtres d'Afrique. L'écrivain Ayahi Apedo Ama est enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Les 2 livres ont été publiés aux éditions Aoudi. Merci de votre aimable attention. C'est la fin de cette édition.
Fin à Lomé de la 3e réunion ministérielle des États fragiles. Plusieurs pays qui ont vécu des crises ont échangé sur les stratégies mises en œuvre pour renouer avec la paix et la stabilité. 7e journée de l'ordre des pharmaciens, les membres de l'ordre ont planché sur les conditions d'exercice de leur métier et exploré des perspectives. La Centrafrique, toujours au bord du gouffre, Bangui, la capitale, a renoué ces dernières 48 heures avec la violence, avec à la clé plusieurs morts et blessés. Les populations réclament le départ des troupes burundaises accusées de partialité.